Depuis 20 ans, les OGM ne cessent de s'étendre sur la planète. Des organismes génétiquement modifiés. Des plantes en particulier, dont le matériel génétique a été transformé par des scientifiques pour essayer notamment d'améliorer leur rendement. Soja, maïs, coton, colza. Les OGM couvriraient désormais plus de 10% des terres cultivées dans le monde. Mais ils sont aussi l'objet d'une très forte contestation. On continue vers le nord et on reste groupés. On est là pour faucher, pour faire valoir le droit des citoyens à refuser les OGM. En Europe, l'opinion publique, dans sa grande majorité, ne veut pas de culture transgénique. Partout dans le monde, des citoyens s'inquiètent des risques des OGM. Non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement et pour les agriculteurs. Ils dénoncent l'emprise des géants des semences et des pesticides, comme l'américain Monsanto. Monsanto, dégage! Le peuple aura d'impôts! Le business, dégage! Le peuple aura d'impôts! Catastrophe annoncée pour les uns, progrès majeur pour les autres, la polémique mondiale entre les anti- et les pro-OGM a rendu le débat passionnel et parfois illisible, pollué par des arguments mensongers qui ne relèvent de la science qu'en apparence. Comment démêler le vrai du faux? Où se trouve la vérité sur les OGM? Small piece of dry ice. And let's see. C'est aux États-Unis que les premières plantes OGM ont été cultivées. L'une des deux grandes catégories, ce sont les plantes dites BT, conçues pour résister à des insectes ravageurs comme la pyrale ou la chrysomèle du maïs. Ah, here's one. La chrysomèle du maïs est souvent surnommée l'insecte qui valait 1 milliard de dollars. Et c'est une estimation basse des coûts, qui renvoie à la fois aux pertes dues à ces coléoptères et à l'argent dépensé pour essayer de protéger les cultures de maïs contre eux. Quand les chrysomèles sont nombreuses, elles peuvent pondre tellement d'œufs qu'un champ de maïs non protégé sera pratiquement détruit. Les larves se nourrissent des racines du maïs pour grandir. Voyons s'il y a des larves dans cette racine. Je vais la mettre sur le plateau. Ce qu'on peut remarquer sur cette racine, c'est qu'il y a beaucoup de poils radiculaires. C'est tout ce fin tissu ici. S'il y avait beaucoup de larves, elles auraient rongé tout ce tissu racinaire. Les racines qui ne sont pas protégées contre les chrysomèles du maïs sont dévorées, comme celle-ci. Cette racine n'était pas protégée, ni par un insecticide pour sol, ni par du maïs BT. Les plantes de maïs OGM ont été conçues en introduisant un gène issu d'une bactérie du sol appelée Bacillus thuringiensis. Le bacille de Thuringe, BT, est une bactérie qui sécrète plusieurs protéines insecticides. Pour créer une plante BT, les scientifiques réalisent une transgénèse. Ils prélèvent un gène sur la bactérie BT, puis introduisent le fragment d'ADN dans des cellules embryonnaires de la plante. Un transgène issu d'un autre organisme et qui produit une toxine que vont ingérer les insectes s'ils mangent la plante. La toxine dilate les pores du tube digestif de l'insecte. C'est ce qui tue les larves.
Cette toxine vise des récepteurs qui sont présents uniquement chez les insectes et qui sont absents chez l'homme. L'un des grands avantages du maïs BT, c'est qu'il ne supprime que les insectes ciblés. Alors que lorsque l'on pulvérise des insecticides dans un champ pour essayer d'éliminer les ravageurs, cela tue tous les insectes présents dans ce champ. L'autre avantage, c'est que les agriculteurs utilisent moins de pesticides. Le maïs BT coûte certes plus cher que le maïs classique, mais ces variétés de maïs BT ont des rendements beaucoup plus élevés. Donc, c'est une culture rentable. L'autre grande catégorie de plantes transgéniques, ce sont les plantes dites TH, tolérantes à un herbicide. Plus de 80% des OGM cultivés dans le monde aujourd'hui possèdent cette caractéristique, en particulier le soja. Grâce à l'insertion d'un gène microbien dans la plante, elle est capable de survivre à un herbicide total comme le glyphosate, la substance active du célèbre Roundup de Monsanto. Résultat, lorsqu'un agriculteur pulvérise du Roundup sur son champ, toutes les mauvaises herbes sont en principe détruites, mais pas les plantes transgéniques tolérantes au Roundup, dites Roundup Ready. 1996, c'était la première année. Quand le soja Roundup Ready est arrivé pour la première fois, on était en extase. Parce que je crois qu'aucun fermier dans ce pays n'avait jamais pensé « Ah, si seulement il existait un soja sur lequel je pourrais pulvériser du Roundup et qui tuerait tout sauf le soja ». Et soudain, il est apparu. Et grâce à lui, éliminer les mauvaises herbes est devenu si facile. Résultat, il y a eu une adoption quasi totale des cultures OGM. Jamais dans toute l'histoire des États-Unis et de l'agriculture, aucune technologie n'a rencontré une adhésion aussi rapide et aussi complète. L'avantage, ce n'était pas la hausse des rendements, mais la plus grande simplicité. Ça permettait de cultiver davantage de surface. Donc on n'était pas obligé de produire autant par hectare. On pouvait juste cultiver plus d'hectares et gagner moins par hectare. Ça a donc entraîné cette révolution qui avait pour mot d'ordre « il faut s'agrandir, il faut cultiver plus d'hectares ». C'est notre ferme de ce côté. Elle fait environ 1200 hectares. Ce n'est pas une énorme exploitation. Le gars qui exploite la ferme voisine de la nôtre cultive 3200 hectares. C'est pourquoi, vous voyez, on peut rouler des kilomètres sans voir de maison. Avant, il y avait 6 maisons avec des familles. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ils sont partis. Les maisons tombent en ruine. Cette maison, elle est abandonnée. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de circulation. Aux États-Unis, les OGM représentent aujourd'hui environ 90% des cultures de soja, de maïs et de coton. En Argentine, c'est presque 100%. Les producteurs argentins ont massivement adopté la technologie OGM. En particulier, le soja transgénique, cultivé et récolté sur d'immenses exploitations. Le soja a connu un boom. D'abord parce que, comparé aux autres cultures, il est plus facile à gérer sur le plan de l'utilisation des herbicides, des fongicides, etc. Et aussi parce qu'on a bénéficié de bons prix sur les marchés internationaux, qui font que la culture est rentable. On a dédié beaucoup de champs à la culture du soja. Leur taille est impressionnante. Mais pour notre filière de production, on recherche ce type de superficie. De grandes surfaces qui nous permettent de diluer les coûts. Depuis l'introduction des OGM en 1996, les surfaces de soja ont triplé en Argentine. Près de 20 millions d'hectares au total aujourd'hui. La monoculture intensive du soja a fait reculer les autres cultures et les forêts. Les paysages mythiques de la Pampa, parsemés de vaches en liberté, laissent place à des feedlots, des parcs d'engraissement intensif.
Pour leurs défenseurs, les OGM sont un outil indispensable pour répondre aux besoins alimentaires d'une population mondiale en forte croissance, qui devrait passer de 7 à 9 milliards de personnes en 2050. C'est l'argument classique des fabricants d'OGM, comme le numéro 1 mondial Monsanto, qui affiche un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars et 20 000 employés dans une soixantaine de pays. Ce type de culture permet d'obtenir un gain de rendement par unité de surface. C'est le moyen de nourrir le monde de demain. Les nouvelles technologies que nous lançons ces temps-ci apportent une augmentation du rendement moyen comprise entre 7 et 10% pour le soja, ce qui, extrapolé au pays entier, est considérable. Nous avons constaté cette année des rendements de soja de 8000 kg par hectare. C'est énorme. Et ce qui a beaucoup aidé ce pays, l'Argentine, à sortir de la crise, c'est la production agricole. De fait, nous sommes un des principaux exportateurs, pas seulement de graines de soja, mais surtout d'huile et de farine. C'est la plus grande source de devises du pays. Beaucoup de pays, en orange sur la carte, importent des OGM, y compris l'Europe, pour l'alimentation des animaux d'élevage. Et 28 pays, en vert, cultivent des OGM. Mais sur les 180 millions d'hectares cultivés en 2014, 85% sont concentrés sur le continent américain et 40% aux États-Unis, les premiers producteurs d'OGM de la planète. Dans les champs américains, les cultures transgéniques sont aujourd'hui devenues la norme. Et dans les laboratoires, de nouvelles plantes sont à l'essai, comme des pommes de terre génétiquement modifiées pour résister à des maladies telles que le mildiou ou le virus Y de la pomme de terre. Nous sommes ici dans le laboratoire de culture cellulaire, où Swati, une de mes doctorantes, est en train de fabriquer une pomme de terre génétiquement modifiée. C'est très simple en fait. Ce qu'on fait, nous prenons ces plantes et nous les coupons en petits morceaux, les feuilles et les tiges. Et ensuite, ces éléments peuvent être utilisés pour le processus de transfert génétique, c'est-à-dire le processus de transformation. Dans une autre pièce du laboratoire, nous avons cultivé la bactérie porteuse du gène, qui a été insérée dans le plasmide de cette bactérie. Et donc nous créons une blessure des deux côtés de la feuille pour que la bactérie puisse infecter la cellule. Le processus d'infection va alors favoriser le transfert d'un petit fragment d'ADN, celui que nous avions inséré dans la bactérie. Et lorsque le processus de transformation fonctionne, nous voyons quelques pousses se régénérer. Si l'on parvient à introduire dans la pomme de terre des gènes de résistance contre le mildiou, par exemple, cela permet de réduire de manière significative la quantité de fongicides qui est déversée sur les pommes de terre. Disposer de plantes génétiquement résistantes est donc meilleur pour l'environnement. Nous savons que beaucoup de personnes ont des inquiétudes à propos de cette technologie, sur l'innocuité de ces cultures. Mais nous vivons dans un monde où on ne peut jamais garantir un risque zéro. Donc il faut vraiment dépasser cela et faire accepter cette technologie. Les inquiétudes sur les dangers potentiels des biotechnologies sont anciennes. Elles sont apparues dès les premiers OGM. Non pas des plantes, mais des bactéries. C'est le biochimiste américain Paul Berg, de l'université Stanford, qui a réalisé en 1972 la première tentative de transgénèse. Une recombinaison de molécules d'ADN dans le génome de la bactérie Escherichia coli. Face au risque posé par ces nouvelles techniques de manipulation du vivant, qu'on appelle génie génétique, Paul Berg a organisé en 1975 une conférence à Asilomar, en Californie, qui a réuni une centaine de biologistes du monde entier. Beaucoup de scientifiques, y compris ceux qui étaient en train de fabriquer des OGM, étaient très inquiets.
Ils s'inquiétaient de ce qui arriverait si des personnes étaient contaminées par ces bactéries, mais aussi si ces bactéries étaient disséminées dans l'environnement. C'est pour cela qu'ils ont déclaré « Nous prenons la responsabilité de ce qui se passe dans nos laboratoires et nous laissons à d'autres scientifiques plus tard d'assumer cette responsabilité en cas de libération dans l'environnement. » Mais il n'y a jamais eu de conférence d'Asilomar pour les libérations dans l'environnement. Il n'y a jamais eu d'évaluation de ce qui pourrait arriver. La controverse sur les OGM va démarrer vraiment dans les années 90, quand tout d'un coup commencent à arriver des plantes transgéniques pour la consommation en France, des plantes transgéniques en provenance des USA, et que Greenpeace lance une grande campagne. Il y a eu un article de Libération qui a vraiment mis le feu aux poudres. C'était « Alerte au soja fou ». Un bateau chargé de soja transgénique arrivait en Europe. Sur la photo, on voyait des gars de Greenpeace avec des blouses blanches et le X de X-Files, qui était à l'époque la série que tout le monde regardait, qui traitait beaucoup de la théorie du complot. Et pourquoi soja fou? Parce qu'on est en pleine période de la vache folle. Avec la vache folle, on a vu que c'était le système agricole qui prenait des risques inconsidérés. Et donc, les gens ont perdu confiance dans les institutions pour les protéger dans ce qu'ils mangent et dans la manière dont on gère leur santé. Et du coup, les OGM arrivent à ce moment-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette conjonction, il n'y aurait probablement pas eu de débat aussi fort que ce qu'il y a eu. Alors que le débat devient passionnel en Europe, des doutes apparaissent aux États-Unis, au cœur même de la nation OGM. Car les insectes censés être éliminés par les plantes transgéniques BT ne se comportent pas exactement comme prévu. Depuis quelques années, ils commencent à devenir résistants à la toxine produite par la plante. La résistance de la chrysomèle du maïs à la toxine BT est aujourd'hui avérée dans plusieurs États. Cela a commencé dans l'Iowa en 2011 et elle a été constatée dans ce champ il y a 2 ans. Selon moi, la raison principale pour laquelle la résistance s'est développée s'explique par la façon dont le produit a été utilisé. C'était un produit tellement merveilleux que les cultivateurs l'ont utilisé année après année. Donc, le BT a été surutilisé, ce qui a donné naissance à une population d'insectes résistants. À l'époque où le maïs BT a été commercialisé, on s'attendait à pouvoir contrôler ces insectes sans déverser dans l'environnement d'énormes quantités d'insecticides à large spectre d'action. Ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que, comme on est confronté à des chrysomèles qui résistent au BT, on pulvérise des insecticides, dans certains cas, sur du maïs BT transgénique, ce qui est une stratégie terrible. Aujourd'hui, il n'y a pas que les cultivateurs de plantes BT qui sont inquiets, mais aussi ceux qui cultivent des plantes TH, tolérantes à un herbicide, comme le glyphosate, le Roundup de Monsanto. Car les mauvaises herbes développent elles aussi une résistance, non pas à la plante transgénique cette fois, mais à l'herbicide qui lui est associé. Les super mauvaises herbes, comme on les appelle, sont désormais très répandues dans les champs américains. Encore plus que les super insectes. On peut voir ici des zones en vert plus clair. C'est de l'amarante. C'est ce qui nous pose le plus de problèmes dans ce champ. Et on n'est pas les seuls concernés, ça touche tout le monde. On peut voir à quels endroits l'herbicide a été pulvérisé quand elle était plus jeune. Et le vert qui revient. Sur l'Ipuris, on peut voir aussi là où la plante a été touchée. Mais ça n'a pas suffi à la tuer. On dit qu'on l'a juste mise en colère. Et chaque année, ça ne fait qu'empirer. Mère Nature s'adapte à ce qui essaie de l'éliminer, je suppose.
C'est ce qu'on appelle le darwinisme. Selon cette théorie, favoriser la sélection au sein d'une espèce va amener cette dernière à opérer des changements pour s'adapter à cette pression et y survivre. C'est un processus simple. On supprime une grande partie des descendants, sauf ceux qui parviennent à résister à cette pression. Ces survivants vont alors donner le jour à une nouvelle génération mieux adaptée, et ainsi de suite. Peut-on dire que les OGM ont accentué le phénomène de résistance aux herbicides? Je pense que oui. Parce qu'avec l'arrivée de plantes tolérantes à un herbicide, il est devenu possible d'en épandre beaucoup plus, et en toute saison. La sélection des mauvaises herbes s'est donc étendue sur l'année entière, et cela pendant plusieurs années. L'utilisation d'un seul herbicide a donc été un facteur très important. In the late 90s, when Roundup Ready soy was offered, the rate of application of glyphosate per acre was 8 ounces. Today, people 8 ounces per acre. Per acre, which is a small amount. Yeah. And today, it could very easily be quadruple. Asking people to put on quadruple to hope that they can kill these resistant weeds. So, you know, and then the other way we fight it, if you're going to fight it with technology, is certainly the industry's done pretty well on it, because they say you don't just use one mode of action to kill this now. You need 2 or 3 modes of action out there on that soil to kill this plant now. Because if one doesn't do it, you need to get them with another. Meaning atrazine, 2,4-D? Right. It could be atrazine, it could be 2,4-D, it could be other modes of action. And it's not really a problem for them. No, it's a business opportunity. It's sales opportunity, yeah, exactly. Of course. So you sell more chemicals, so you get farmers to put more on, and so then... They'll never say, sorry, we were wrong. We're going to move out, and good luck, guys. Yeah. You know, for a long time, for about 50 years, the industry was moving forwards, always coming up with a new chemical that was a little bit better, less toxic in the environment, more selective and all that. But they stopped worrying about that. And now what they're doing is going back to the chemicals from the 40s and 50s that we know are really bad. Contrairement aux promesses de départ, l'utilisation d'herbicides n'a pas diminué avec les OGM. Au contraire. En Argentine, où ils sont pulvérisés en partie par avion sur des champs parfois très proches des habitations, cela suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine. Ici, selon les statistiques officielles, la superficie cultivée a augmenté de 50% depuis 20 ans. Le volume de produits phytosanitaires vendus, lui, de 858%. Depuis 2010, un professeur de médecine coordonne une vaste étude épidémiologique menée par ses étudiants de dernière année dans les grandes provinces de culture OGM. Notre étude de relevé épidémiologique englobe à ce jour 21 localités dans les provinces de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba et Buenos Aires. Cela représente au total entre 115 et 120 000 personnes concernées par notre enquête. Et nous avons commencé à trouver une série de données qui nous a alertés. La moyenne des nouveaux cas de cancer qui sont apparus est de 368,2 pour 100 000 habitants. C'est 1,8 fois plus que les cas de cancer au niveau national. D'autre part, nous avons ici les causes de mortalité et nous constatons que dans la majorité des localités, le cancer est devenu la principale cause de décès, alors que dans notre pays, les principales causes de mortalité sont les accidents de la route et les maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi trouvé davantage de cas de malformations congénitales, des enfants atteints d'une maladie appelée la sirénomélie. C'est un syndrome causé par un défaut d'expression des gènes COX et COX2 qui empêche le développement complet des membres inférieurs. Et quand on étudie la chronologie, c'est-à-dire la date de grossesse des mères de ces enfants et les étapes de gestation,
Il se trouve que les 3 premiers mois de développement de l'embryon coïncident avec la période de pic d'utilisation d'agrotoxiques pour préparer les champs de culture transgénique. En néonatologie, qui est mon domaine de spécialité, il y a des périodes de l'année où le service de soins intensifs est bondé. 90 à 100% des patients sont des enfants présentant des malformations. Ce n'était pas le cas avant en Argentine. Les femmes font des fausses couches spontanées, surtout en période de fumigation. Ce taux est 3 fois plus élevé que la moyenne. Il est clair que ce problème est apparu et s'est développé après l'arrivée du soja transgénique et de son paquet agrochimique. L'Argentine compte entre 12 et 14 millions de personnes fumigées qui vivent dans des lieux exposés aux produits agrochimiques. Cela représente un quart de la population. Il y a une flotte de 1100 avions qui représente la force aérienne du soja. Les fumigations aériennes contaminent l'eau, l'air. Nous avons pu détecter que quand il pleut et que nous recueillons l'eau de pluie, celle-ci contient un taux élevé de glyphosate. Nous exigeons que ces fumigations aériennes soient interdites. Selon nous, c'est une pratique criminelle. En 2012, un pilote d'avion et un producteur de soja transgénique sont condamnés par la justice pour avoir contaminé un quartier de Cordoba, la 2e ville d'Argentine. Verdict, 3 ans de prison avec sursis. C'est une première en Amérique latine, grâce à la mobilisation déterminée de mères de famille du quartier, en particulier de Sofia Gatica, qui a reçu pour cela le prix Goldman de l'environnement. Tout a commencé dans le quartier de Ituzaingó Anexo en 2001. J'ai enquêté dans le quartier parce que ma fille était décédée d'une malformation du rein et qu'un de mes fils ne pouvait plus marcher après les fumigations. Je suis allée de maison en maison et je me suis rendu compte que dans ma rue, 6 mères avaient perdu leur enfant à la naissance. D'autres étaient atteints de leucémie et quasiment tous ceux que j'ai recensés avaient un cancer. On a alors décidé de faire pression sur le gouvernement pour obtenir des réponses. Et le quartier a été déclaré inhabitable en 2005. Le principal problème auquel est confrontée l'Argentine, ce n'est pas l'agrochimie, c'est l'organisme génétiquement modifié, la plante transgénique, parce qu'elle est accompagnée de glyphosate et de tous les agrotoxiques. Ce sont les pesticides qui tuent, pas l'OGM en lui-même. Mais avec l'apparition de plantes transgéniques résistantes, leur utilisation est devenue encore plus massive, généralisée tout au long de l'année. En septembre 2013, malgré des menaces de mort et plusieurs agressions, Sofia Gatica a rejoint le combat d'habitants de Malvinas, une petite ville près de Cordoba, qui bloque le chantier de construction d'une énorme usine Monsanto, annoncée comme sa plus grande usine de semences transgéniques en Amérique latine. Compañeros, pedimos que nos acompañen a esta lucha, que es una lucha de todos los argentinos. Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto! 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 Sofía,
Nous avons entendu qu'il y a certaines inquiétudes à propos du risque. En réalité, les risques sont inexistants. Toutes les agences des pays où le produit a été autorisé ont confirmé que ces autorisations sont légitimes et ont fait des analyses qui concluent que le risque est pratiquement nul. C'est très difficile de trouver des études sur le glyphosate qui démontrent un quelconque niveau de toxicité ou de cancérogénicité. C'est pourtant le cas, le 20 mars 2015. Lorsque le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence de référence de l'OMS, publie une évaluation scientifique de 5 pesticides, dont le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde. Le résumé est publié dans la prestigieuse revue Lancet Oncology, en attendant la publication de la monographie qui regroupe l'ensemble des études scientifiques passées en revue. Le processus d'évaluation dure environ 1 an. Nous avons réuni 17 experts de 11 pays et environ 400 études seront citées dans la monographie finale. Nous avons 4 niveaux de classification. Le groupe 1 inclut par exemple la fumée de cigarette ou l'amiante, des agents pour lesquels nous sommes certains, d'après les études réalisées sur l'homme, qu'ils causent le cancer. Le groupe 2A est le niveau juste en dessous. La question posée est très précise. Est-ce que l'agent cause le cancer? Dans le cas présent, notre groupe de travail a conclu que le glyphosate est un cancérogène probable pour l'homme. Nous ne savons pas sur quelles études ils se sont basés, parce que la monographie du Centre international de recherche sur le cancer n'a pas encore été publiée. D'autres agences, comme l'Institut allemand d'évaluation des risques, qui a passé en revue plus de 55 études pendant 5 ans, ont conclu au contraire qu'il n'y a pas de lien entre le glyphosate et le cancer. L'étude de l'Institut allemand est une évaluation différente de la nôtre, et la procédure suivie n'est pas la même. Il y a plusieurs différences. Par exemple, nos groupes de travail sont constitués d'experts qui sont clairement indépendants. Nous n'acceptons pas de personnes employées par une entreprise qui fabrique des substances concernées par notre évaluation scientifique. Ces personnes peuvent participer à l'évaluation à titre d'observateurs, mais elles ne peuvent pas voter et elles ne soumettent pas de propositions à notre groupe de travail. Elles ont un rôle non interventionniste. Et ce n'est pas tout à fait la procédure suivie par le gouvernement allemand. Cela a vraiment eu un impact énorme. C'était un cas inhabituel parce qu'il s'agit d'une entreprise particulière qui vraiment a souvent défrayé la chronique et qui nous a contactés, etc. Vous voulez dire qu'il y a des pressions? Il peut y avoir des pressions pour faire des modifications. Excusez-moi. Mais nous n'allons pas modifier nos conclusions à cause de ces pressions. It's a plane coming, about to spray us. L'augmentation de l'utilisation de pesticides, liée au phénomène de résistance, suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine. Et il y a un autre phénomène qui inquiète tout autant, pour la biodiversité cette fois, le risque de contamination des cultures traditionnelles voisines des OGM. Il a été longtemps nié par les fabricants, jusqu'à ce que des chercheurs révèlent le contraire au Mexique. Je suis originaire du Mexique. J'ai grandi là-bas et j'y ai travaillé de nombreuses années avec des communautés indigènes dans le sud du pays. Et nous avons découvert, presque par accident, sans vraiment s'y attendre, qu'il y avait des traces d'ADN transgénique dans du maïs cultivé dans la région d'Oaxaca. Il y avait eu une contamination croisée, ce qu'on appelle une introgression de l'ADN des maïs transgéniques dans les plantes locales. Nos résultats ont été publiés dans la revue Nature.
Cela a provoqué immédiatement une énorme controverse et un vrai casse-tête pour l'industrie. Monsanto affirmait qu'une distance de 1,50 m était suffisante pour empêcher une pollinisation croisée entre un plant de maïs ici et un plant de maïs là. Et je pense que personne ne peut croire à cela. Cette partie en haut s'appelle la panicule. C'est là où les fleurs mâles sont produites. Ce pollen est transporté par le vent et il se dépose sur les soies. Un grain de pollen va se fixer sur une soie, puis il va descendre jusqu'à atteindre l'ovaire de la fleur femelle qu'il va fertiliser. Donc, chacun de ces grains porte vraiment le matériel génétique issu à la fois du père, la fleur mâle, et de la mère. Monsanto avait affirmé à l'origine qu'il maîtrisait le problème. Mais notre étude a tout simplement démontré que c'était faux, qu'on ne peut pas vraiment contrôler des éléments véhiculés par le vent. Et la situation est devenue très compliquée pour moi parce qu'une campagne de dénigrement a été aussitôt lancée contre moi. J'ai failli perdre mon travail. J'ai dû me battre pendant environ 8 ans, car beaucoup de personnes essayaient de convaincre mon université qu'il fallait me renvoyer pour avoir fait ces recherches. J'ai parfois été confronté à des méthodes de gangsters, vous savez. On vous envoie des menaces, on vous parle de vos enfants, on vous dit qu'on sait où ils vont à l'école, etc. Ce genre de menaces. Heureusement, nos résultats ont été confirmés par d'autres chercheurs ensuite, à plusieurs reprises. Dans le cas du maïs, on s'aperçoit que le pollen de maïs a des distances de dissémination pour 95% dans moins de 100 mètres, mais il reste 5% qui passent dans l'atmosphère et ce pollen viable est capable de féconder à 2 ou 3 km du maïs non OGM. En fait, le pollen monte dans l'atmosphère. Ce sont des températures fraîches, il y a de l'humidité, le pollen reste viable et il est capable d'aller polliniser du maïs à plusieurs kilomètres de distance. Ce phénomène de contamination présente un risque majeur pour la diversité des ressources génétiques, surtout pour un pays comme le Mexique, la terre d'origine et de diversification du maïs. Résultat, en septembre 2013, après plusieurs années de bataille juridique, le tribunal de Mexico interdit l'importation et la culture de maïs transgénique dans le pays. Mais Monsanto fera appel du jugement à plusieurs reprises et l'interdiction sera finalement levée en 2015. Si le phénomène de contamination pose problème, c'est aussi, et peut-être surtout, parce que les OGM ne sont pas des plantes comme les autres. Les semences sont brevetées, protégées par des droits de propriété intellectuelle, qui obligent les fermiers à les racheter chaque année. Alors que jusqu'à présent, ils avaient l'habitude de sélectionner et de ressemer des graines de l'année précédente qui ne leur coûtaient donc rien. J'ai commencé à perdre mes illusions quand j'ai vu le brevet qui était détenu sur les semences. Ce que le brevet a fait, c'était de dire « Vous ne pouvez plus conserver et utiliser les graines après la récolte, vous devez vous adresser au détenteur du brevet pour obtenir vos semences. » Je crois que ce qui a le plus choqué les cultivateurs américains comme mon père, c'était ça. Qui a déjà acheté quelque chose, puis appris que ça ne lui appartenait pas? Comme il disait, c'est ma terre et c'est mon labeur, mais ce que je fais pousser dans mes champs ne m'appartient pas. Et devoir retourner vers le détenteur du brevet, concrètement, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis être une vache à lait. Autoriser un brevet sur une forme de vie, ça donne quasiment un monopole au détenteur du brevet. Et ça élimine la concurrence sur le marché. Et ce que nous avons constaté depuis le début, depuis les premiers produits Roundup Ready,
c'est que la technologie est passée de 6 $ l'unité, comme ils disent, pour aller beaucoup plus haut, environ 20 $ aujourd'hui. Ça a bouleversé les règles du jeu. Le contrôle a été remis entre les mains de quelques entreprises. Je crois que Monsanto détient environ 95% de tous les brevets. Et j'ai vu comment Monsanto a voulu faire valoir ses droits de propriété intellectuelle. Ils ont envoyé des enquêteurs privés et ont poursuivi en justice leurs propres clients, les fermiers, qui conservaient leurs semences. Ils ont poursuivi beaucoup de fermiers. En juin 2000, Monsanto va encore plus loin. La firme attaque en justice l'agriculteur canadien Percy Schmeiser, dont les graines de colza conventionnelles ont été contaminées par du colza Roundup Ready. Elle l'accuse d'avoir enfreint la loi sur les brevets en ayant ressemé ces graines sans licence ni paiement de royalties. Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Limited versus Monsanto Canada Inc. et al. Les juges canadiens finissent par donner raison à Monsanto. Percy Schmeiser est déclaré coupable de contrefaçon et abandonne la culture du colza. Imaginons, vous vivez dans une ville et vous voulez peindre votre maison en violet. Mais il y a beaucoup de vent et votre peinture éclabousse les maisons voisines. Eh bien, vous pouvez poursuivre en justice vos voisins parce que votre peinture s'est retrouvée sur leur maison. C'est comme ça que les règles ont été établies pour Monsanto. Il y a là, pour moi, un scandale, si vous voulez, juridique. Je ne vois pas en quoi le fait qu'un gène soit breveté et provienne de la plante d'à côté me dépossède de la semence que je prélève sur mes propres plantes. Donc, le brevet est quelque chose d'extraordinairement dangereux pour la diversité des plantes cultivées. Parce que si ces entreprises arrivent à posséder quasiment toute la nourriture des humains, il n'y aura plus de diversité des plantes cultivées, extrêmement peu, disons juste les quelques génotypes que cultivent les entreprises de semences. Or ça, c'est vraiment très dangereux. Il suffira qu'une maladie se développe sur certains de ces génotypes pour créer d'immenses catastrophes agronomiques mondiales, des famines massives au niveau mondial. Je veux dire, on peut discuter de savoir si c'est très grave qu'il y ait des rhinocéros ou pas, mais de la diversité dans les plantes cultivées, c'est absolument essentiel pour la survie de l'espèce humaine. En Afrique, la question de l'introduction des OGM et des semences brevetées devient très sensible. Seuls 3 États, en particulier l'Afrique du Sud, cultivent aujourd'hui des plantes transgéniques. Mais de plus en plus de pays mènent des essais, comme ici au Ghana. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, certains s'y opposent farouchement. Ils ont créé une ONG avec un nom en forme de manifeste, Food Sovereignty Ghana, la souveraineté alimentaire au Ghana. Ces militants ont lancé une action judiciaire contre le gouvernement pour tenter d'empêcher la commercialisation annoncée de cultures transgéniques de riz et de niébé, le haricot traditionnel. Le 5 février 2015, quand Food Sovereignty Ghana est allé au tribunal, l'autorité nationale de biosécurité n'avait pas été mise en place. Cela signifie qu'ils n'avaient pas respecté la loi, car la loi stipule qu'il faut mettre en place une autorité nationale de biosécurité pour superviser toutes les questions de biosécurité au Ghana. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris des décisions sans consulter les citoyens. Nous affirmons donc que toutes leurs actions ont été illégales. Ouvrir la porte aux OGM rendrait esclaves les populations africaines. C'est une forme de néocolonialisme. Il ne faut pas jouer avec le moyen de subsistance des fermiers en signant des contrats qui cèdent leurs droits à des organisations tournées vers le profit, qui vont breveter les semences. Certaines des semences qui seront brevetées sont originaires du Ghana. La terre d'origine du niébé, c'est le Ghana. Et pour nous, c'est totalement inacceptable. Nous voulons que le gouvernement adopte une toute autre politique que l'introduction des cultures transgéniques au Ghana.
parce qu'il y a du gaspillage alimentaire dans notre pays. Nous produisons plus de nourriture que nécessaire. Mais le problème, c'est l'accès au marché et les pertes après récolte. Donc, si nous avons plus de routes entre les fermes et les marchés, si nous avons plus d'entrepôts de stockage, il n'y aura pas de problème de sécurité alimentaire. Mais en octobre 2015, la requête contre les OGM est rejetée. Le juge estime que les accusés, donc le gouvernement, souffriraient d'énormes pertes et que cela porterait sans doute préjudice à l'investissement et au soutien des bailleurs de fonds. Au bord du golfe de Guinée, comme ailleurs en Afrique, les défenseurs des OGM maintiennent qu'ils sont un outil indispensable pour assurer la sécurité alimentaire du continent. Non seulement pour améliorer la productivité de l'agriculture et nourrir une population en forte croissance qui devrait doubler d'ici 2050, mais aussi pour faire face aux effets du changement climatique qui affecte particulièrement l'Afrique subsaharienne. Des expérimentations sont ainsi menées sur du maïs tolérant à la sécheresse ou du riz résistant aux inondations. Ce sont des caractéristiques complexes d'un point de vue génétique. Résultat, dans ce domaine, la technologie des OGM est aujourd'hui beaucoup moins efficace que les méthodes de sélection conventionnelles. Mais de nombreux essais sont en cours en Afrique, financés par des fondations comme celle de Bill et Melinda Gates ou par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les Américains semblent très actifs pour promouvoir leur industrie des biotechnologies agricoles auprès des dirigeants africains. La politique étrangère des États-Unis a lié les OGM à leurs actions. Pour pouvoir bénéficier de certaines aides, il faut accepter les OGM. Ils utilisent parfois de jolies formules comme graines hybrides ou semences permettant d'accroître le rendement, mais tout cela désigne exactement la même chose. Le but des OGM n'est pas d'améliorer la sécurité alimentaire, mais de promouvoir leur business. Et ce sont les mêmes entreprises qui font pression sur les gouvernements pour qu'ils modifient leurs lois sur les semences, afin que ces entreprises puissent les contrôler, qu'elles soient autorisées à pénétrer le marché national et à vendre ces semences. Au nord du Ghana, au Burkina Faso, le gouvernement a autorisé en 2008 la commercialisation d'un OGM, le coton transgénique BT. Monsanto a signé un contrat avec la première société cotonnière du pays, la Sofitex, et voudrait en faire un modèle pour convaincre les autres pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. En 2015, le Burkina Faso a produit plus de 700 000 tonnes de coton, transgénique à 70%, et s'affiche comme le premier producteur du continent africain. Cette année, on a produit environ 567 000 tonnes. Donc vous voyez bien que, effectivement, on produit 80% de la production de coton du Burkina. Alors vous voyez, ça c'est un des hangars de stockage. Le coton doit faire 50 à 60% des recettes d'exploitation du Burkina. C'est l'or blanc du Burkina. Durant la campagne 96-97, on a eu un problème terrible au Burkina Faso ici, un peu aussi en Côte d'Ivoire et au Mali. C'était une perte de sensibilité des ravageurs, dont des insectes, aux insecticides qu'on utilisait. Ceci a amené les producteurs qui habituellement faisaient 5-6 traitements à quelquefois traiter 12 ou 18 fois pour un résultat incertain. C'était un problème terrible et c'est dans la recherche de la solution que on a eu des contacts avec Monsanto. Là, il s'agit en fait du ravageur principal du cotonnier, ce sont des papillons. Les larves sont bien contrôlées par les toxines qui sont contenues
dans le coton transgénique qui est utilisé au Burkina Faso. Et donc, le travail est moins pénible parce qu'il y a une réduction du nombre de traitements de 6 à 2. Donc, une réduction de 2 tiers du nombre de traitements avec une augmentation du rendement d'environ 30% en moyenne que nous avons observé donc lors de nos expérimentations qui ont duré pendant 6 ans, de 2003 à 2009. Et cela procure donc un meilleur revenu aux producteurs et un mieux-être. Dans les régions cotonnières du Burkina Faso, beaucoup de producteurs ont été enthousiasmés par l'arrivée du coton BT, qui leur a permis de diminuer les traitements phytosanitaires et de libérer du temps pour d'autres activités. Les plus favorables sont ceux qui bénéficient de surfaces et de récoltes suffisamment grandes pour amortir le surcoût des semences brevetées. Environ 40 € par hectare, contre 1,50 € pour le coton conventionnel. Moi, je cultive le nouveau coton, le coton BT. J'ai d'autres champs, mais celui-ci fait 10 hectares. Traiter seulement 2 fois, ça nous arrange, parce que le traitement est pénible. Avant, quand on traitait, ça nous rendait souvent malades à cause des nombreuses émanations d'insecticides. Il faut aussi dire que le nouveau coton a un peu augmenté nos revenus. Quand on cultive, il produit beaucoup. Sur 1 hectare, si on met du fumier, on peut obtenir 2 tonnes. Alors qu'avant, avec l'ancien coton, malgré tous les soins, on n'obtenait qu'1,5 tonne. Comme il y a eu beaucoup d'évolutions et que j'ai eu de l'argent, j'ai pu acheter ce tracteur. Aujourd'hui, pourtant, la colère gronde contre le coton transgénique au Burkina Faso. Car 7 ans plus tard, certaines promesses de départ ne sont pas tenues. Le prix plus élevé des semences BT devait être compensé par la baisse des achats de traitement et par la hausse des rendements. Mais les 30% d'augmentation ne sont pas au rendez-vous. Ce serait plutôt autour de 17%. Et beaucoup de producteurs récoltent des graines plus légères que celles du coton conventionnel, ce qui leur cause une perte, car ils revendent leur coton au poids. J'ai cultivé des OGM, c'était dans ce champ même. Et je me suis retrouvé vraiment très endetté. Donc j'ai dû arrêter. En tout cas, quand tu cultives, tu as l'impression que le coton produit beaucoup. Mais lorsque tu vas faire peser, il ne pèse pas beaucoup. Comment expliquer ce rendement des OGM plus faible que prévu? Pour Monsanto, ce serait dû notamment à un problème de formation des petits paysans, souvent analphabètes, qui appliquent mal les procédures complexes de la technologie OGM. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont entre les mains une voiture de haute technologie qui ne se conduit pas comme une voiture de champ, quoi, hein, pas une voiture commerciale. Voilà. Donc il y a règles à respecter. La bonne fertilisation, hein, quand on dit qu'il faut mettre... ne prenez pas le chiffre en tant que tel, mais s'il faut mettre 100 en engrais et on n'en met que 50, et bien évidemment, on aura le rendement de 50, hein, et non pas de 100. Les traitements,
Il faut quand même faire 2 traitements, même avec un coton génétiquement modifié. Je serais surpris qu'il n'y ait pas d'agriculteur qui fasse une impasse, ou 2, pour éviter de payer le traitement, par un gain économique. Au Burkina Faso, les agriculteurs sont accusés de détourner une partie de l'engrais coton vers d'autres cultures. Mais en fait, beaucoup de paysans n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter des engrais. Et ils entrent dans le circuit du coton pour pouvoir acquérir des semences et de l'engrais à crédit auprès des sociétés cotonnières. C'est vrai que c'est par là qu'ils ont accès aux pesticides, aux engrais, et ils utilisent ces intrants-là aussi dans leurs champs de céréales, de sorgho, et puis surtout de maïs. Parce qu'il faut d'abord qu'ils mangent. Il faut d'abord que le producteur ait à manger. Donc quand on prend les petits paysans, ceux qui ont entre 2-3 hectares de coton, 4, qui n'ont pas vraiment de grandes superficies de coton, ils en pâtissent beaucoup. Ils ont des rendements qui ne font que chuter d'année en année. Et ils sont les plus nombreux, les agriculteurs familiaux. On n'a pas de très, très grands producteurs de coton. Donc ça veut dire que c'est fait pour juste une élite. Alors effectivement, il y a une économie d'échelle qui fait que vous amortissez plus facilement sur 150 hectares que sur 10 ou sur 2, a fortiori. Ça, c'est toutes les grandes exploitations agricoles du monde, et je ne citerai pas l'Amérique du Sud, mais ça en fait partie, savent ça très bien. $1 gagné sur 1 hectare, si vous le multipliez par 100 000 hectares, ça fait $100 000. Si vous multipliez par 3 hectares, ça fait $3, voilà, tout simplement. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas que les petits paysans qui se plaignent du coton BT. Les sociétés cotonnières aussi, car la qualité de la fibre a baissé par rapport au coton conventionnel. La proportion des fibres courtes augmente, au détriment de celle des fibres longues. Ici, la soie est un peu plus courte, hein. C'est pas bon. C'est très court. 1 pouce, 1 16e. Ça reste toujours 1 pouce, 1 16e. En 2015, face à cette baisse de qualité qui ternit la réputation du coton burkinabé sur le marché international, la Sofitex a décidé de réduire la part du coton transgénique dans sa production totale, de 70 à 60%. La Socoma, la deuxième société cotonnière du pays, détenue à majorité par le groupe français Géocoton, a décidé d'aller encore plus loin. L'impact d'une fibre courte se chiffre en milliards de francs CFA. Ce que je peux vous dire, en tant que président de Géocoton, c'est que le coton du Burkina était réellement en risque si nous poursuivions sur cette voie, puisque nous avons plus de 56% de basse qualité. À un moment ou à un autre, les marchés vont réagir. Et les marchés vont s'orienter sur d'autres origines. Oui, donc commercialement, il y avait un risque certain. Il y avait un risque certain et il fallait réagir. C'est pour ça qu'on a inversé, si vous voulez, la tendance. L'OGM représentait 70% en termes de production l'année dernière. L'OGM ne représente plus que 40% cette année. Face à ce problème, Monsanto semble avoir une solution. Un nouveau coton BT nommé Roundup Readyflex, dans lequel a été introduit un gène supplémentaire de tolérance au Roundup. Il est actuellement testé dans les champs expérimentaux du Burkina Faso et il permettrait de retrouver une bonne longueur de fibre. Mais certains se demandent s'il ne s'agit pas d'une stratégie de la firme américaine pour augmenter ses ventes de Roundup dans le pays. Il y a pas plus de 3 semaines qu'on a rencontré Monsanto, ça a été vraiment de chaudes discussions entre nous. Là-bas, apparemment, le problème de longueur a été réglé. Mais il se trouve que ça ne correspond pas à une demande. Donc, nous, on n'est pas trop chaud pour avancer dans ce sens. Ça peut être un truc commercial, c'est des hommes d'affaires. On a pris les flex, je pense que c'est une option sur laquelle nous allons nous orienter. Ouais. C'est du business, hein, on est tous d'accord. Il n'y a aucune entreprise qui soit philanthrope. Mais oui, nous sommes satisfaits de ce qui se fait. On va aller pour faire plus, pour le Burkina bien évidemment, et sur la sous-région. Le directeur de Monsanto au Burkina, il dit que ce glyphosate, c'est un pesticide total, ça tue tout, sauf le coton BT.
Et il est content. C'est ça qui m'étonne qu'il soit content. On va tuer la biodiversité et tout. Et qu'est-ce que nous allons devenir après? Ça tue tout. Ça va même nous tuer et puis on verra. On peut qualifier le Burkina comme son laboratoire à ciel ouvert. Parce que tout s'expérimente ici sans frein. Il y a d'autres produits qui ont été annoncés. C'est le niébé, les haricots, le maïs. Et là, ce sont des produits de consommation de tous les jours. Alors que les OGM ne tiennent pas toujours leurs promesses pour les producteurs, pour les consommateurs, ils soulèvent encore de nombreuses interrogations, y compris aux États-Unis, les premiers consommateurs au monde d'OGM, où les industriels mènent une bataille acharnée pour empêcher l'étiquetage obligatoire des produits alimentaires contenant des OGM, comme c'est le cas en Europe. Aux États-Unis, la plupart des études indiquent qu'entre 70 et 80% des aliments industriels contiennent des ingrédients issus d'organismes génétiquement modifiés. Donc ça, c'est une sauce pour la salade, ça a des céréales. Waouh, il y a de la couleur. Alors, le sucre, on ne sait même pas d'où vient le sucre, on ne sait pas s'il provient d'OGM ou non. Le maïs, c'est presque sûr qu'il contient des OGM. On pourrait prendre toute la liste. Presque tous les pays développés et beaucoup de pays en développement ont mis en place un étiquetage obligatoire pour les OGM. Et aux États-Unis, toutes les enquêtes d'opinion indiquent qu'au moins 90% des consommateurs veulent être informés. Ils veulent un étiquetage obligatoire qui leur indique la présence d'OGM. Dans une démocratie, et surtout pour une chose aussi importante que la nourriture, la moindre des choses serait que les consommateurs puissent choisir. Et en fait, aucune étude épidémiologique n'a été menée sur la population dans le contexte des aliments génétiquement modifiés. Donc, quand mes collègues et beaucoup de scientifiques disent « nous en mangeons depuis 2 décennies et ça n'a jamais causé la moindre petite maladie », ça, c'est de la science de pacotille. On ne peut pas savoir cela sans avoir fait d'études épidémiologiques. Vous savez, l'absence de données n'est pas une preuve de l'absence de préjudice. C'est vrai qu'au fond, on sait assez peu de choses sur les risques à consommer soit des plantes qui produisent des toxines contre les insectes, soit des plantes qui résistent à un herbicide, ce qui fait que du coup, on va manger l'herbicide. Donc effectivement, tant qu'il n'y avait pas d'OGM, vous ne pouviez pas manger de Roundup, puisque toute plante qui recevait du Roundup était morte. Mais à partir du moment où il y a des plantes transgéniques résistantes au Roundup, vous allez manger du Roundup, et pour être sûr que ce poison consommé régulièrement sur de grandes durées n'a pas d'effet sur nous, il faudrait des études bien plus sérieuses que ce qui a été fait jusqu'à présent, en général sur quelques souris vite fait. En septembre 2012, la publication d'une étude scientifique fait l'effet d'une bombe médiatique. Dirigée par le chercheur français Gilles-Éric Serralini, elle porte sur le maïs transgénique NK603 de Monsanto, tolérant au Roundup, et elle remet en cause son innocuité. C'est une première scientifique. La première étude toxicologique d'un OGM sur 2 ans, soit la vie entière d'un rat. Les photos des animaux testés, gonflés de tumeurs, font le tour du monde. Avec son équipe, le professeur Serralini plaide pour l'allongement de la durée des tests réglementaires que les autorités européennes demandent aux fabricants d'OGM avant une autorisation de commercialisation. Il ne porte que sur 3 mois. À plus long terme, lui, observe des effets toxiques sur les rats. Alors, les résultats que nous avons obtenus, c'est d'abord une mortalité plus importante chez les rats traités à la fois aux OGM et au Roundup que par rapport au groupe de rats contrôle. Ensuite, des tumeurs mammaires qui ont fait mourir les femelles jusqu'à 70%, qui se développaient à partir de la première année, alors que le groupe de rats contrôle en avait jusqu'à 30% et que ça se développait au bout de la 2e année. Les mâles, pendant ce temps, ils ne mourraient pas de tumeurs mammaires, mais ils mourraient de déficiences rénales et hépatiques graves, c'est-à-dire que les organes de détoxification ont été atteints, le foie et les reins, qui sont les organes qui filtrent la boisson et l'alimentation. Les résultats m'ont paru très inquiétants, parce que notre corps est très bien fait, il va arriver à se détoxifier, c'est pas la fin du monde, mais plus on lui en donne, moins il y arrive, et à un moment donné, il craque avec des maladies chroniques, pas seulement à cause de l'OGM, mais surtout à cause des pesticides qu'il contient.
c'est pas tellement parce que, à mon avis, on a tripatouillé le génome, ce qui serait la première analyse superficielle, mais c'est parce qu'on a tripatouillé le génome pour une intention claire, qui était de faire de ces plantes des éponges à pesticides. Aussitôt publiée, l'étude Seralini provoque la fureur des fabricants d'OGM et déclenche une vive polémique scientifique et médiatique. Gilles-Éric Seralini a été attaqué par les faunés de l'industrie de manière extrêmement violente. On l'a accusé d'être membre d'une secte vitaliste chrétienne. On l'a associé à toutes sortes de mouvements anti-scientifiques, ce qui n'est absolument pas avéré à mon sens. Et donc voilà, on a une autre technique là, qui est mise en œuvre par l'industrie des biotechnologies végétales et qui s'attaque plutôt aux personnes qu'aux résultats. Les résultats étant bien évidemment discrédités dans la foulée. Monsanto ne se cache pas d'avoir un département entier de chercheurs, de scientifiques qui travaillent à débugger ou à attaquer toute science qui serait potentiellement incommodante pour son business. On a eu la preuve que des agences de com autour de Monsanto transformaient mon CV 2 fois par jour sur Wikipédia. C'est-à-dire des gens récupéraient des articles qui disaient que j'étais fraudeur ou sectaire et disaient que j'avais commis une fraude. C'était pas les bons rats, c'était pas la bonne souche de rats, il fallait pas utiliser les spragues de lait. Pourquoi? Parce que ces rats auraient été trop sensibles au niveau des tumeurs, par exemple. La souche qu'utilise Monsanto dans ses propres essais est la même. Moi, j'avais pris le rat qu'ils utilisaient et surtout les rats recommandés par les instances internationales pour faire ces tests. Mesdames, Messieurs, nous accueillons en audition commune le professeur Gilles-Éric Seralini et le docteur Joël Spirou. Face à la polémique et aux inquiétudes dans l'opinion publique, les responsables politiques sont contraints de réagir. Un débat est organisé à l'Assemblée nationale et des comités d'experts sont saisis en France et en Europe. Ils rejetteront finalement les conclusions de l'étude Seralini, notamment parce qu'elle a été réalisée avec des groupes comportant 10 rats, alors que les études de cancérogénicité se font normalement avec des groupes de 50 rats. Et même si le professeur Seralini ne s'attendait pas à observer des différences de tumeurs, la taille de ces échantillons est insuffisante pour en tirer des conclusions valides. L'étude de Gilles-Éric Seralini ne permettait pas de dire de manière conclusive tel type d'OGM, associé ou non à l'herbicide auquel il est tolérant, donne le genre de pathologie qui a été mis en avant chez les rats. C'est possible. Et il est aussi possible que ce soit le fait du hasard, c'est-à-dire la puissance statistique de l'étude ne permet pas de conclure. Ce que Gilles-Éric Seralini lui-même d'ailleurs reconnaît. Bien sûr qu'il aurait pu y avoir plus de rats et plus de statistiques. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas aimé faire ça sur 20 rats ou 30 rats, mais il ne fallait pas avoir 3 millions d'euros, mais il fallait avoir 6 millions d'euros pour faire toutes ces analyses. Avec les moyens que nous avions, c'était une étude par son ampleur et sa durée qui était unique au monde. Face à l'onde de choc provoquée par l'étude Seralini, le gouvernement français et la Commission européenne ont fini par accepter de lancer des études plus longues que les 90 jours réglementaires pour analyser les effets de la consommation d'OGM sur la santé. À Toulouse, le directeur du laboratoire Toxalim, spécialisé en toxicologie alimentaire, coordonne ainsi le projet OGM 90+, financé par le ministère de l'écologie à hauteur de 2,5 millions d'euros. Les expérimentations ont commencé en août 2015 avec le maïs NK603, étudié par Seralini, et des techniques d'analyse très poussées, dites omiques, comme la métabolomique, pour analyser des échantillons d'urine des rats. L'objectif de ce projet de recherche, c'est de suivre des rats sur 6 mois et de suivre donc aussi bien dans les urines que dans les organes des modifications potentielles qui peuvent être au niveau donc de l'expression de gènes ou qui peuvent être au niveau du métabolisme général du rat. Donc nous on est sûr que statistiquement on a assez d'animaux. On ne pourra pas être attaqué sur le plan expérimental. Après, la discussion sur la durée, donc on fait 6 mois.
Pourquoi on ne continue pas? Donc on peut faire 2 ans, mais à ce moment-là, ce n'est pas 2,5 millions, c'est 5 millions. Enfin, je veux dire, on a des contingences. Et sur le plan purement scientifique, puisqu'on est en connexion avec des programmes européens qui durent plus longtemps, donc on bénéficiera aussi de prélèvements d'organes, de sang et d'urine sur des rats qui ont été nourris pendant 2 ans. Donc, résultat pour eux, c'est début 2018. Après, le résultat, je ne le connais pas. Et si je connaissais le résultat, je veux dire, on arrêterait de faire de la science. Hein. Les chercheurs français participent en effet à une étude européenne nommée G-Twist, sur le même maïs et sur 2 ans. C'est en Allemagne qu'elle est coordonnée. Les tests ont également démarré en août 2015 et les résultats ne devraient pas être connus avant début 2018. Mais contrairement à son collègue français, le toxicologue allemand qui dirige l'étude a l'air moins incertain de ses résultats. Mon plus grand espoir, c'est que dans le cadre du projet G-Twist, nous puissions présenter une étude parfaitement menée, avec des données qui ne feront peut-être pas plaisir à tout le monde, mais qui seront issues d'une étude alimentaire irréprochable. Et au vu des méthodes qui ont été utilisées, je peux d'ores et déjà en attester. Même si, encore une fois, ces résultats vont déplaire à beaucoup de personnes dans l'opinion publique. Le professeur Pablo Stenberg, d'origine argentine, est aussi le toxicologue d'un autre projet financé par la Commission européenne, baptisé GRACE, avec une étude de toxicité d'un autre maïs transgénique, le Mont 810 de Monsanto, cultivé dans certains pays européens comme l'Espagne. À l'automne 2015, la conférence de présentation des résultats réunit des experts de 20 pays, dont beaucoup de scientifiques, quelques ONG et de nombreux représentants de l'agro-industrie comme Monsanto, Bayer, BASF ou encore DuPont. Et ce n'est pas un hasard si le coordinateur allemand du projet a choisi d'organiser cet événement à Potsdam, près de Berlin, et le 9 novembre. Jour anniversaire de la chute du mur. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would open the final press conference with the sentence by Erich Fried. Those who want the world to continue as it is do not want the world to continue. Le 9 novembre est une date extrêmement importante pour nous, parce que la chute du mur de Berlin a été un événement majeur, non seulement pour nous, Allemands, mais aussi pour le reste du monde. Et nous aussi, avec nos activités, nous essayons d'abattre certains murs et de faire bouger certaines positions qui sont bloquées. C'est pourquoi je trouve ça très symbolique d'avoir organisé cette conférence à Potsdam, à proximité de Berlin et des vestiges du mur. Regarding the one-year feeding trial, the feeding of maize MON 810 to rats did not lead to adverse effects. We have had a number of so-called statistically significant differences. That means that the numbers of a parameter between two groups have differed, but we differentiate between simply a statistically significant difference and a toxicologically relevant difference. So even if we were seeing certain differences in relative organ weights, we don't think that that is of a toxicological relevance. Well, someone in the audience who wants to comment. Yes, Bruno? I think that we can use now omics technology to check if there is not a disease, but some imbalance in some organs. So when I look into the results, so I was really, I don't understand why so the feeding with GMOs, they are smaller and they eat less. So we have to think about it. Dans le cadre de cette étude,
qui a porté sur une année, nous avons effectivement constaté que dans l'un des groupes tests nourris aux plantes génétiquement modifiées, la prise de poids avait été relativement moins importante. Mais nous ne savons pas pourquoi. Les scientifiques du projet GRACE n'arrivent pas à expliquer pourquoi, à long terme, les rats se nourrissent moins quand leur alimentation contient des OGM. Mais selon eux, cela ne pose pas de problème de santé. Force est de constater qu'en toxicologie, c'est la manière d'interpréter les résultats qui compte. Et l'enjeu est important ici, car il s'agit de dire s'il est utile ou non de demander aux fabricants d'OGM des études de plus de 3 mois lorsqu'ils déposent un dossier d'autorisation de commercialisation dans l'Union européenne. So, ladies and gentlemen, now we come to the general conclusions and recommendations. There's been a long controversial discussion if we perform feeding trials and how long should these performed feeding trials be extended? Only for 3 months? Should we go then for a 1 year or even for a 2-year feeding trial? And the feeding trials did not reveal any scientific trigger for an extension of the feeding period. So, thank you very much, Pablo. We have time for some questions, please. When I looked at this MON-A10, I would say, well, we could expect some subtle effects, which are not so easy to detect in 90 days. But when we look to the 60 events being authorized for import, we see a lot of quite more complex traits. Stacked events, which produce up to 6 Pt toxins, or events that can be expected to have residues from pesticides. We have to make sure that the process as such is not biased, is not driven by some networks which are very close to industry, and that we in the end really can trust the outcome. And this, I have to say, is not the case in GRACE, and that's our problem. I think this was an exercise with an outcome that was quite clear from the beginning. So, I think that was a comment which we will not comment. Pour nous, c'est un gros problème. Surtout le fait que Joachim Schimann appartienne à l'ISBR, la Société internationale pour la recherche sur la biosécurité. Il en a même été le président. C'est un groupe qui est présent dans le monde entier et dont les conférences sont sponsorisées par l'industrie. Donc, il s'apparente plus à un lobbyiste qu'à un scientifique objectif. Il y a quelques années, il a même déposé un brevet sur des plantes génétiquement modifiées. Évidemment, ce serait formidable qu'il y ait un nouveau 9 novembre, si possible dans un avenir proche, pour mettre enfin un terme à cette guerre froide dans le domaine des organismes génétiquement modifiés. En tout cas, nous, on continue. Face aux inquiétudes, les chercheurs en biotechnologie agricole mettent aujourd'hui l'accent sur de nouveaux OGM, dits de seconde génération, qui ne présenteraient pas seulement un intérêt pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. En particulier, des plantes génétiquement modifiées pour augmenter leur qualité nutritionnelle, enrichies en oméga 3 ou en vitamines. L'une d'entre elles est particulièrement controversée, le riz doré. Un riz conçu pour lutter contre un problème de santé publique dans les pays pauvres, les carences alimentaires en vitamine A, qui fragilisent le système immunitaire. Près de 700 000 enfants meurent chaque année et plus de 300 000 deviennent aveugles. Le riz doré est aujourd'hui en phase d'essai au Bangladesh, en Indonésie et surtout ici, aux Philippines. L'IRI est une organisation humanitaire. Nous menons des recherches pour améliorer le bien-être des populations. Et nous sommes très préoccupés, comme beaucoup de gens, par les problèmes de carence en vitamine A. Près de 200 millions de personnes sont touchées. L'idée est donc la suivante. Pour les gens qui aiment le riz et qui en consomment beaucoup chaque jour, pourquoi ne pas améliorer le contenu nutritionnel de ce riz ?
Le riz doré est plus nutritif. Il est très jaune car les grains contiennent du bêta-carotène. Donc, quand on consomme du bêta-carotène, présent dans des légumes ou dans du riz doré, notre corps assimile le bêta-carotène et le transforme en vitamine A, en fonction de ses besoins. Et l'insertion de deux gènes, l'un issu du maïs et l'autre d'une bactérie courante du sol, a permis à la plante de produire du bêta-carotène dans le grain. C'est ici que nous réalisons les essais. Vous voyez ces plantes? Nous avons introgressé les gènes de provitamine A dans une variété indonésienne nommée Sierang. C'est en 1990 que les recherches sur le riz doré ont commencé dans une serre de l'École polytechnique fédérale de Zurich. 9 ans plus tard, après de nombreux essais, le premier prototype de riz doré voit le jour. À sa grande surprise, son inventeur fait la couverture du célèbre magazine américain Time. Quand mes collègues ont vu cette photo de Time Magazine, ils m'ont dit « Toi, tu auras le prix Nobel dans 2 ans ». C'était la première fois qu'un botaniste faisait la couverture du Time. Là, les gens ont compris qu'il s'agissait de quelque chose de très important. D'ailleurs, dans les 6 jours qui ont suivi, Monsanto m'a appelé. J'ai été très surpris, mais on est tout de suite tombé d'accord. Il détenait un des brevets pour lequel nous voulions une licence gratuite. Et spontanément, ils nous ont proposé de nous accorder cette licence sans délai. Certains ont dit « Monsanto veut se réapproprier le projet ». Les géants des OGM comme l'américain Monsanto ou le suisse Syngenta ont fortement soutenu le développement du riz doré, que le professeur Potricus a déclaré vouloir distribuer gratuitement aux petits agriculteurs. Mais certains s'y opposent farouchement, en particulier l'organisation écologiste Greenpeace, car le riz doré servirait surtout à redorer l'image des OGM. Pour nous, Greenpeace, la publicité particulière faite autour du riz doré a pour objectif de faire accepter ou de renforcer l'acceptation, non seulement de ce riz, mais aussi des autres cultures OGM dans les pays en développement, comme les Philippines. Les multiples brevets sur le riz doré sont toujours détenus exclusivement par Syngenta et Monsanto, y compris pour toutes les améliorations de cette technologie. Certes, Syngenta a déclaré il y a quelques années qu'il n'avait pas l'intention de commercialiser le riz doré, le riz génétiquement modifié. Mais d'un autre côté, il n'y a aucun obstacle juridique qui s'opposerait à eux s'ils décidaient de changer d'avis à l'avenir. Le cycle de dépendance à cette variété de riz deviendrait alors quasi irréversible. Les membres de notre réseau craignent que les fermiers perdent leurs droits sur leurs semences. Parce qu'une fois que ces semences sont contaminées, elles sont perdues. Elles ne peuvent plus être récupérées. La contamination pourrait être causée en réalité par un mélange de graines. Par exemple, le riz doré pourrait être accidentellement mélangé avec du riz conventionnel au cours de processus post-récolte comme la transformation. Donc nous ne voulons pas perdre nos variétés de riz traditionnelles. C'est pour ça que nous nous battons contre cet OGM. Aux Philippines, où le riz est l'aliment de base, consommé 3 fois par jour, le projet de riz doré cristallise les passions. Le 8 août 2013, un groupe d'opposants détruit l'un des 5 champs d'expérimentation.
J'étais indigné. Pas seulement triste, mais indigné. Cette photo a été prise au Vatican lors d'une réunion de l'Académie pontificale des sciences. À la fin, j'ai demandé au pape s'il était d'accord pour bénir le riz doré. Et il l'a fait. J'espère que cela aidera le riz doré à être mieux accepté. Ça, c'est l'échantillon que je lui ai présenté. Normalement, le riz doré frais est plus coloré, mais celui-ci a déjà 3 ans et il a un peu blanchi. Le riz doré a été conçu par des scientifiques du secteur public qui étaient sans doute remplis de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, on voit apparaître certaines données qui suggèrent que le bêta-carotène pourrait se dégrader trop rapidement au cours du stockage. Et d'autres scientifiques ont annoncé que le problème actuellement, c'est que les variétés de riz doré, c'est-à-dire les plantes locales qui contiennent les gènes de riz doré, n'ont pas un bon rendement. Et on ne peut pas fournir ce riz aux agriculteurs s'il ne s'annonce pas productif. C'est un problème technique, et ils essaient de le résoudre. On parle donc d'un projet qui dure depuis déjà 25 ans, qui a nécessité beaucoup de temps et d'argent, d'efforts scientifiques et autres pour développer la première génération, qui ne produisait pas une quantité suffisante de bêta-carotène, et dont il a fallu revoir la conception. Et il va falloir encore au minimum plusieurs années avant qu'il puisse être cultivé. Est-ce vraiment une manière rentable de résoudre ce problème? Il y aurait 2 solutions. Une solution agronomique qui me semble intelligente, c'est de dire arrêtons de ne donner que du riz aux enfants, cultivons un petit peu d'aubergines au bord des champs et mettons des aubergines avec le riz, ça sera meilleur à beaucoup de points de vue et entre autres, ça rapportera les vitamines dont il y a besoin. Ça, c'est de l'agronomie que je trouve intelligente, mais elle n'est pas technologique au sens classique du terme, et du coup, elle ne séduit pas. Pour faire moderne, il ne faut pas faire des aubergines avec du riz, il faut faire du riz avec des gènes d'aubergines à l'intérieur. Et ça, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas une solution intelligente, c'est l'emploi stupide de la technologie. La technologie des OGM pourrait-elle s'avérer quand même utile pour d'autres problèmes de santé publique? Certains chercheurs l'utilisent pour lutter contre des maladies comme la dengue, une maladie tropicale rarement mortelle mais très invalidante, qui provoque de fortes fièvres et qui affecte plus de 50 millions de personnes chaque année dans le monde, en particulier au Brésil. Ici, les scientifiques ne travaillent pas sur des plantes, mais sur des insectes génétiquement modifiés, pour essayer d'éliminer Aedes aegypti, le redoutable moustique qui transmet le virus de la dengue. Un moustique transgénique a été ainsi mis au point par la compagnie britannique Oxitec, qui a ouvert au Brésil une usine capable de produire plusieurs millions d'œufs chaque mois. Les chercheurs ont inséré dans les œufs de la première génération un gène létal. Il produit une protéine qui rend le moustique dépendant à un antibiotique de couleur jaune, la tétracycline. Les scientifiques élèvent les larves en leur fournissant cet antidote dans le laboratoire. Mais une fois lâchés dans l'environnement, en l'absence de cette substance, les moustiques meurent au bout de quelques jours, de même que leurs descendants. L'idée est vraiment très simple. Nous relâchons des mâles qui sont porteurs d'un gène, et lorsqu'ils s'accouplent avec des femelles, leur progéniture ne survit pas. La progéniture de toutes les femelles qui s'accouplent avec un de nos mâles va donc mourir. Et si on peut relâcher suffisamment de mâles, on pourra diminuer significativement la population de moustiques. On a réalisé plusieurs essais aux îles Caïmans, au Panama et au Brésil, et à chaque fois, les résultats ont été très similaires, avec une réduction d'au moins 90% en 6 mois environ. C'est un outil complémentaire. Les gens utilisent déjà des insecticides, des pièges à phéromones, des produits collants, etc. pour essayer de contrôler l'insecte, mais ça ne suffit pas. Le 30 avril 2015, les chercheurs d'Oxitec lancent un nouveau programme de lâcher de moustiques transgéniques. Environ 1 million par semaine, pendant 10 mois, dans un quartier de la ville de Piracicaba, près de Sao Paulo, où la dengue est très présente.
gastamos mais de 6 milhões de reais ano, todos os anos, só para enfrentar essa questão. Portanto, se conseguirmos um avanço, né, que seja equivalente a isso e dê resultado, ou menor que isso de preferência, se a empresa baixar seus custos e preços, né, eu acho que a gente tem um avanço importante para a sociedade brasileira. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela presença de todos. Solta mais! L'inconvénient majeur de cette technologie pour une municipalité, c'est qu'il faut renouveler l'opération sans arrêt. Lorsque les lâchers de moustiques transgéniques s'arrêtent, rien n'empêche les moustiques sauvages des régions voisines de revenir dans la zone traitée. Pour Oxitec, au contraire, cette obligation pourrait s'avérer très lucrative. Ils attendent avec impatience la réponse des autorités brésiliennes à leur demande d'autorisation de commercialisation. Ce sera très important pour nous. À l'heure actuelle, nous pouvons mener des expérimentations, mais nous ne pouvons pas commercialiser et faire de la publicité. Donc ce sera une autorisation clé, parce qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons démarcher d'autres municipalités et leur dire « Souhaitez-vous faire la même chose que Piracicaba? Voulez-vous faire cela toute l'année ou juste pendant la saison des pluies ?» Tout dépend de l'objectif. Notre technologie peut être utilisée de différentes manières. En 2015, les autorités sanitaires brésiliennes ont préféré donner leur feu vert à une autre technologie, un vaccin. Le premier vaccin au monde contre la dengue, mis au point par le laboratoire français Sanofi Pasteur. Mais les projets de recherche sur des AGM, des animaux génétiquement modifiés, ne sont pas près de s'arrêter. Ils se multiplient aujourd'hui et concernent encore plus d'espèces que les plantes. Des mouches, des souris, des cochons, des lapins ou encore des chèvres et des brebis qui produisent dans leur lait des molécules pour fabriquer des médicaments. En Argentine, dans la province de Buenos Aires, des chercheurs ont créé une vache unique au monde, baptisée du doux nom de Rosita. Quieta! Non, non, non! Non, 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 non. Ay, me pisó. Elle est née le 6 avril 2011, à la suite d'une transgénèse et d'un clonage, pour produire un lait qui aurait les mêmes qualités que le lait maternel humain. C'est une vache de race Jersey. L'importance scientifique de cette vache, c'est que, pour la première fois au monde, on a réussi à transférer en une seule fois 2 gènes humains dans le génome d'un bovin. Ils produisent 2 protéines, le lysozyme et la lactoferrine, qui jouent un rôle primordial pendant l'allaitement des bébés en renforçant leur système immunitaire et en favorisant l'absorption de fer. L'objectif est qu'un jour, cet animal, et ceux qui seront conçus à partir de lui, puissent produire un lait susceptible de répondre aux besoins des bébés qui ne peuvent pas être allaités par leur mère. Mais il s'agit là d'un projet à très long terme, parce qu'il y a beaucoup de tests à réaliser et beaucoup de défis à relever. L'idée serait de réussir à obtenir un animal capable de produire davantage de protéines transgéniques et de supprimer certaines protéines, comme celles qui provoquent une allergie au lait. Rosita vit aujourd'hui dans un enclos isolé, sécurisé par des détecteurs laser et une alarme. Les animaux génétiquement modifiés sont entourés de normes de sécurité à la mesure des craintes qu'ils suscitent. Que se passerait-il s'ils s'échappaient dans la nature, se reproduisaient avec d'autres animaux et transmettaient leurs transgènes? C'est ce qui a longtemps bloqué la demande de commercialisation d'un autre animal transgénique, le saumon nommé Aquadvantage, dont l'avantage annoncé est de grossir 2 fois plus vite qu'un saumon de l'Atlantique ordinaire, donc de passer moins de temps dans les bassins d'élevage. Un poisson donc moins coûteux pour les producteurs et peut-être moins cher pour les consommateurs. Il a été créé en 1989 par des chercheurs canadiens, puis développé par la compagnie américaine Aquabounty.
Les saumons génétiquement modifiés sont aujourd'hui conçus au Canada, puis sont engraissés dans des bassins au Panama, confinés au milieu de la forêt et loin de l'océan, pour limiter les risques de dissémination et de croisement avec des espèces sauvages. Je suis vraiment confiant dans les mesures réglementaires que j'ai étudiées pour le Canada et le gouvernement américain. Il est très peu probable que ces saumons génétiquement modifiés puissent être un jour en contact avec des espèces de poissons sauvages, y compris le saumon de l'Atlantique. Ils doivent être produits dans des installations terrestres, d'où il est, je ne dirais pas impossible de s'échapper, car évidemment rien n'est sûr à 100%, mais la probabilité est vraiment très faible. Il y a donc un confinement physique de ces OGM, et il y a aussi une mesure de confinement biologique. Les poissons sont produits de telle sorte qu'ils ne pourraient pas se reproduire s'ils venaient à s'échapper. Ce sont uniquement des femelles, et leur génome a été manipulé pour les rendre stériles. Elles ne peuvent pas se reproduire. Des inquiétudes pour l'environnement existent pourtant, car la technique de stérilisation n'est pas complètement efficace. Et si des saumons transgéniques s'échappaient dans la mer, à l'occasion par exemple de catastrophes climatiques qui détruiraient les installations, difficile de remettre dans sa bouteille le génie génétique. Des scientifiques indépendants ont aussi étudié en détail les risques posés par le transgène. Il a été conçu avec des gènes issus de 2 autres espèces de poissons qui favorisent la production d'une hormone de croissance tout au long de l'année. Résultat, le saumon transgénique est vorace, agressif et semble prédisposé à développer des malformations du squelette ainsi que certaines maladies. Ses détracteurs nombreux l'ont baptisé Frankenfish ou le saumonstre. Nous savons plusieurs choses à propos de cette hormone de croissance appelée IGF-1. On sait qu'elle provoque des cancers du sein. On sait qu'elle cause beaucoup d'autres cancers. Est-ce qu'on va manger du saumon en quantité telle que l'ajout de cette hormone pourra provoquer à elle seule un cancer? Probablement pas. Mais pourquoi introduire dans notre régime alimentaire un nouvel élément qui alourdit ce fardeau qu'est le cancer? Ils ont mis des années à développer ce saumon. Entre-temps, une entreprise norvégienne a réussi, grâce à un croisement traditionnel, à obtenir un saumon qui atteint une taille de commercialisation tout aussi rapidement que le saumon génétiquement modifié. Donc, si vous êtes un consommateur français et que vous avez le choix entre un saumon OGM avec davantage d'hormones de croissance que la normale et un saumon norvégien élevé de manière traditionnelle, qu'allez-vous choisir? Vous allez choisir le saumon norvégien qui grossit plus vite, mais pas l'américain avec des hormones de croissance. Donc, c'est une mauvaise stratégie d'un point de vue commercial. Et c'est un aliment qui n'est pas sain pour les consommateurs. Malgré les craintes, le 19 novembre 2015, les autorités sanitaires américaines ont fini par approuver la commercialisation de ce saumon. Le premier animal transgénique autorisé pour la consommation humaine. Et comme pour les autres OGM aux États-Unis, pas d'étiquetage obligatoire qui permettrait de différencier le saumon génétiquement modifié d'un saumon de l'Atlantique traditionnel, comme celui vendu dans ce supermarché canadien. Pour les consommateurs, impossible donc de savoir exactement ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangeront.